Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. 14 adolescents qui périssent dans un incendie au sous-sol d'un bar miteux. Piégés dans la souricière. Une enquête de Christophe Guérin. D'un double clic, le DJ lance la chanson. L'incontournable Happy Birthday retentit dans les enceintes. Dans la petite salle de danse au carrelage noir et blanc, les sourires s'illuminent. Ce samedi soir 6 août 2016, ils sont une vingtaine de jeunes réunis au sous-sol du Cuba Libre, un bar à la mode du centre-ville de Rouen, pour célébrer les 20 ans d'Ophélie. Longs cheveux blonds lâchés sur les épaules, la reine de la fête est aux anges. Au même moment, à l'étage du dessus, sa copine Sarah entame sa descente du minuscule escalier, avec dans ses mains la tarte aux pommes ornée de 2 fontaines à étincelles. Mais l'unique passage qui relie les 2 niveaux du bar est si étroit qu'on dirait presque un boyau. Pour progresser sous la voûte haute d'à peine 1,60 m, Sarah est obligée de se pencher sur le côté. Elle ne prend pas garde aux étincelles qui bombardent les parois du réduit. Il est tout juste minuit. La fête ne fait que commencer. Dans le sous-sol exigu, on pousse les fauteuils en sky rouge. Un pur moment de bonheur et d'insouciance. Le tout dernier. Car ce minuscule dancing aménagé par les patrons est en réalité un piège mortel. D'ici quelques minutes, il n'en restera rien. Lundi 9 septembre 2019. 3 ans ont passé depuis le drame. Dans la grande salle d'un tribunal de Rouen archi-comble, l'audience n'a pas encore commencé que les larmes coulent déjà. Toutes les familles sont là. Une femme porte le t-shirt de son fils mis à l'envers, tel qu'elle l'a retrouvé dans le panier de linge sale ce soir-là. Pour accueillir le public trop nombreux, il a fallu aménager une autre salle avec écran vidéo. La présidente Catherine Héron prend place. Le tribunal correctionnel a désormais une semaine pour comprendre comment on en est arrivé là. Une semaine pour juger les 2 hommes assis sur le banc des accusés. 2 frères d'origine algérienne de 48 et 40 ans. Nasser et Amirouche Boutrif, le petit rasé et le grand costaud, le parleur et le taiseux. Les propriétaires du Cuba Libre comparaissent pour homicide et blessure involontaire par violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité. Car cette histoire dramatique, qui a vu 14 jeunes périr dans les flammes, n'est pas celle d'un tragique accident, mais le résultat d'une hallucinante suite de négligences, voire pire. Le contexte est connu. Les 2 frères Boutrif possédaient leur bar depuis 2003, un établissement jeune, branché, très couru des étudiants. Musique à fond et grosse fiesta dans la petite rue Jacques-Cartier. Les plaintes du voisinage pour tapage nocturne s'enchaînaient. Alors, en 2012, pour tenter d'atténuer le mécontentement, les frères Boutrif ont décidé d'aménager la petite cave située sous l'établissement et d'y installer la sono. Ils savaient qu'ils n'en avaient pas le droit. Ils savaient que le propriétaire des murs ne voudrait pas. La préfecture non plus, qui leur imposerait des normes, des contrôles, une nouvelle licence et même des impôts supplémentaires en raison d'une plus grande surface exploitée. Alors ils n'ont rien dit à personne. Et ils ont réalisé leur projet discrètement en effectuant eux-mêmes les aménagements. Du vrai travail d'amateur. Un escalier étroit, 2 fois plus petit que la législation ne l'autorise. Une insonorisation à base de mousse polyuréthane, premier prix, achetée à Bric au dépôt sans même regarder l'étiquette. Pas d'extracteur de fumée. Un extincteur hors d'âge. Quant à la porte de secours donnant sur un parking, Amirouche en a monté la barre d'ouverture à l'envers. Mais pire que tout, il a surtout décidé de la verrouiller et d'en conserver la seule clé. Peut-être pour éviter que les jeunes ne fassent rentrer des bouteilles en douce. Une fois la salle de 24 mètres carrés prête, les 2 frères y ont collé un petit fumoir, un carrelage à damier, 3 tables basses, un écran vidéo et le tour était joué.
Ils ont posté les photos sur Facebook qui ont vite fait le tour du petit milieu de la nuit locale. Un nouvel endroit où danser. Le chiffre d'affaires du Cuba Libre a aussitôt bondi de 30%, sauf que, dès lors, la question n'était plus de savoir si un drame arriverait, mais quand. Retour sur ce funeste samedi 6 août 2016. Sarah descend l'escalier avec son gâteau d'anniversaire. Elle ne se demande évidemment pas de quoi est faite cette drôle de mousse qui couvre les murs et le plafond. Dans la petite salle où les Happy Birthday résonnent, personne ne s'est posé la question. Ce n'est pas aux clients de se soucier de ce genre de choses. Ophélie est radieuse. Qui croirait à la voir si jolie et fluette que ce petit brin de femme rêve de devenir policier. Mais il n'y aura jamais de remise de diplôme en bel uniforme noir et blanc. Jamais d'embrassade avec ses parents émus. La suite, c'est Gauthier, désormais 22 ans, un des 5 survivants de la fête, qui la raconte à la barre. Sarah est arrivée avec le gâteau et l'a posé sur une des tables basses. Tout le monde riait et tapait dans ses mains, mais il y avait une lueur dans l'escalier, comme un halo. Et quelqu'un a crié « Il y a le feu !» J'ai d'abord cru que c'était une blague. Le DJ a coupé la musique et l'escalier s'est embrasé à une vitesse folle. Pour bien comprendre, il faut savoir quelle cochonnerie est cette mousse polyuréthane. Un mauvais polymère très hautement inflammable. Un panneau s'est embrasé entièrement en moins de 10 secondes, dégageant une sorte d'huile collante et une foule de gaz toxiques, acide cyanhydrique, monoxyde de carbone. Imparable. Des cris d'épouvante résonnent. Tout le conduit de l'escalier n'est plus que fournaise et fumée. Gauthier retire sa chemise et tente de taper sur les flammes, mais rien n'y fait. Et là, j'ai vu Zacharia, le DJ, se précipiter vers l'issue de secours. Il a tapé sur la barre d'ouverture à coups de pied, mais la porte refusait de s'ouvrir. D'autres sont venus taper avec lui pour essayer de la forcer, mais elle était verrouillée. Gauthier réalise alors dans quel piège ils se trouvent tous. Il n'y a qu'une seule issue, l'escalier. Élevé à la campagne, le jeune homme a souvent fait des feux avec son grand-père. Je me suis souvenu que la flamme elle-même ne brûlait pas trop si on passe dedans. Je me suis dit, soit tu sors par là, soit tu y restes. Si tu passes vite, tu vas pouvoir supporter. Alors j'ai attrapé la main de ma cousine Mégane et je l'ai entraînée derrière moi. Je me suis jeté dans les flammes. Mégane m'a lâché. J'ai continué. Le sol était brûlant. Je suis monté à 4 pattes comme un petit chien, mes mains collées. Je ne me suis pas arrêté, je ne voyais pas le bout. J'espérais que Mégane me suivait. Et puis enfin, je suis arrivé en haut. Je me suis rué à l'extérieur, j'ai couru vers le premier carré de pelouse et je me suis roulé dans la rosée. J'ai attendu Mégane, mais elle n'est pas ressortie. Au sous-sol, 2 frères prénommés Yanis et Bilal, 18 et 20 ans, ont vu que Gauthier avait réussi à passer. Ils tentent de convaincre leur cousine Karima de l'imiter, que c'est leur seule chance. Mais Karima hurle de terreur, ne veut pas. Bilal la saisit par le poignet pour la forcer. La jeune femme se débat et parvient à lui faire lâcher prise. Le choix est cornélien. Ils y vont finalement sans elle. Les 2 frangins se jettent à leur tour dans la fournaise de l'escalier. Leurs cheveux, leurs cils, leurs poils de nez prennent feu instantanément, mais ils ne s'arrêtent pas et gravissent les marches à 4 pattes. J'avais l'impression d'être un steak dans une poêle chaude, raconte Yanis. Mais ils arrivent eux aussi à s'extirper du tunnel de flammes. Au moment où ils jaillissent dans la salle principale du bar, les bouteilles d'alcool rangées derrière le comptoir commencent à éclater sous la chaleur. 2 garçons, Fauzi et Jérôme, parviendront eux aussi à s'extraire. Il n'y en aura pas d'autres. Pas une seule fille. Dans la fumée noirâtre de la minuscule salle de dancing, on n'y voit plus à 2 centimètres. Steve et David, 2 frères de 35 et 41 ans, battent en retraite et se réfugient dans le minuscule fumoir, rejoints par d'autres. Tous espèrent que la paroi de plexiglas les protégera. Mais que pourrait un morceau de plastique contre l'enfer? Rue Jacques-Cartier, les premiers pompiers arrivent, découvrant les blessés. Une foule de badauds, mais aussi Nasser et Ami Rouge Boutrif, hébétés devant leur établissement désormais totalement en flammes. J'ai voulu descendre, mais c'est irrespirable.
explique l'aîné des deux patrons. Sanglé dans sa combinaison, casque de protection sur la tête et masque à gaz sur le visage, le capitaine Cédric Le Borgne s'engage le premier, progresse jusqu'à l'escalier et descend les marches au péril de sa vie. Le sinistre ne s'est pas déclaré depuis plus d'un quart d'heure, mais au sous-sol, l'incendie est déjà sur le déclin. Les panneaux de mousse assassine ont brûlé intégralement, mais la fumée qui subsiste est si dense qu'on n'y voit strictement rien. Cédric est rejoint par le pompier volontaire première classe Anthony Lecor. Les deux hommes se mettent à quatre pattes pour coller le nez au ras du sol et tenter de discerner quelque chose. Ils butent sur un premier corps et, comme le veut la procédure, lancent un coup de corne de brume pour en avertir leurs collègues restés dehors. Une sinistre plainte dans la nuit. Puis, une deuxième. Une troisième. Rue Jacques-Cartier, plus personne ne dit rien. Tandis que l'on fait sauter la fameuse porte de secours au sous-sol, la fumée se dissipe peu à peu, révélant un spectacle d'horreur totale. 14 corps inertes, entièrement noircis, dont il est souvent difficile de deviner l'âge ou le sexe. Il y en avait 7 ou 8 dans le petit fumoir, dont la paroi de plexiglas avait fondu, raconte le capitaine Le Borgne, la voix encore tremblante d'émotion. 2 corps un peu plus massifs étaient assis au fond du réduit, enlacés côte à côte. Les 2 frères Steve et David, venus ensemble, partis ensemble. Il faudra ensuite reconnaître qui est qui dans cet enchevêtrement de vie carbonisée. D'après les experts, au pic de l'incendie, la température au sous-sol aurait avoisiné les 800 degrés Celsius. Ceux qui ne sont pas sortis tout de suite n'avaient aucune chance. Enfin, presque aucune. Car subitement, dans le silence de ce tombeau où l'on riait encore 30 minutes plus tôt, un minuscule filet de tout retentit. Il y a quelqu'un de vivant quelque part. Les pompiers cherchent aussitôt et trouvent. C'est Karima, la jeune fille qui avait refusé de suivre ses cousins dans l'escalier en flammes. On l'a fait évacuer en urgence, mais l'enfer ne pardonne pas. Karima, brûlée à 70% sur le corps, mourra à l'hôpital Saint-Louis de Paris, 1 mois plus tard. À la barre, le pompier première classe Anthony Lecor en a les larmes aux yeux. Aujourd'hui encore, je revois tous ces visages noircis, raconte-t-il. Si cette porte de secours n'avait pas été verrouillée, lui demande la présidente, ça aurait changé quelque chose? Oui, ça aurait tout changé. Ils s'en seraient tous sortis. Et vous, n'avez-vous pas pris trop de risques en descendant si tôt? Si, peut-être. Mais que voulez-vous? Il fallait bien qu'on tente quelque chose. On aurait peut-être pu sauver des vies. Puis le pompier se retire tête basse. Dans la vaste salle d'audience, une salve d'applaudissements retentit. Ce seront les seuls. Car c'est maintenant au tour des 2 prévenus de s'exprimer. J'étais assis au bout du bar. Je lève la tête et je vois une boule de feu arriver par l'escalier du sous-sol, raconte Nasser Boutrif. Je crie, je pousse les gens, je sors dans la rue, puis j'ai essayé de re-rentrer. Je n'ai pas réussi. Je n'arrivais pas à respirer. Amirouche Boutrif, lui, est incapable de se lever pour témoigner. Beaucoup plus massif que son frère, il s'exprime assis, prostré. C'est moi qui ai verrouillé la porte de secours, sanglote-t-il. Et puis, juste après l'incendie, j'ai regardé mon téléphone. J'avais un message vocal de Zacharia, le DJ. Il me disait « Au secours, il y a le feu, viens ouvrir cette porte !» Et puis plus rien. Le message durait 4 minutes. On n'entendait plus que son souffle. Je l'ai rappelé par réflexe, mais ça ne répondait pas. « Pourquoi n'avez-vous jamais déclaré cette nouvelle salle ?» interroge la présidente. On se disait que, si on le faisait, le propriétaire ne nous renouvellerait pas le bail. Vous saviez donc qu'elle était illégale? Oui. Enfin, on pensait qu'on était quand même dans les règles. Vous n'avez pas songé au risque d'incendie? Si on avait su que ça pouvait arriver, vous pensez bien qu'on l'aurait fermé.
Pourtant, c'était clairement indiqué sur les plaques de polyuréthane que vous avez installées partout, non inifugées. On n'a pas vu. Vous ne les avez pas payées bien cher, 10,50 € en tout. Vous n'avez fait tout ça que pour l'argent? Mais pas du tout. Donc selon vous, vous n'avez pas commis de faute. Eh bien un jour, les policiers sont venus et nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Mais comme ils ne sont pas repassés, on s'est dit que c'était pas si grave. Pas si grave? Difficile à défendre devant les familles des victimes qui écoutent les deux hommes s'empêtrer. Difficile aussi à entendre pour Daniel Bott, un des premiers policiers arrivés sur place. J'étais de permanence au commissariat où je travaillais sur une série de cambriolages, raconte-t-il. Quand on m'a appelé, je suis venu tout de suite. Je revois encore ces corps alignés sur le trottoir. Ils n'étaient pas abîmés par le feu, mais noircis. Surtout la bouche, les oreilles et les narines. J'ai tout de suite pensé qu'il allait falloir tous les identifier et prévenir les familles. Certains avaient leurs papiers sur eux, mais pour d'autres, on n'avait qu'un bijou, une étiquette de vêtements. Dans de telles circonstances, trouver un téléphone portable avec un appel manqué au nom de maman, c'est très dur, souffle-t-il en larmes à la barre. Des dizaines de parents dévorés d'inquiétude sont arrivés très vite, poursuit Daniel Bott. Ils voulaient tous savoir si leur enfant était là. C'était très compliqué à gérer. Je refusais de donner des noms tant que je n'étais pas complètement sûr. Je ne voulais pas faire d'erreur et véhiculer de faux espoirs. Pour Alain et Jeanne-Marie Legros, il n'y en a déjà plus aucun. Leurs deux fils, les deux frères du fumoir, sont là, tous les deux, figés dans leur dernière expression. David avait un visage agressif, détaille à la barre Alain Legros les épaules basses. La rage de ne pas s'en sortir complète sa femme dévastée. Rémi Hubert, le père de Zacharia, le DJ, préfère insister sur la colère froide qui l'a saisi alors et qui ne l'a pas quitté depuis. « Je refuse d'y voir un accident », assène-t-il, mâchoire serrée. « Il y a eu tellement de manquements, tout était là pour que ça arrive. Comme si c'était volontaire. Ce que je veux maintenant, c'est que les deux gérants prennent conscience de leurs erreurs. Il faut une sanction exemplaire, que chacun réalise qu'on ne fait pas n'importe quoi dans ce domaine. » Le père de Karima, lui, se montre plus concis. « Je vous pardonnerai jamais », déclare-t-il aux prévenus, contournant l'interdiction de leur adresser directement la parole. À l'heure où nous exposons ces faits, Nasser et Amirouche Boutrif risquent 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Quel que soit le verdict, on n'empêchera jamais certains professionnels de la nuit de flirter avec les normes pour en offrir un peu plus. Mais de cette atroce tragédie, on pourra au moins retenir une règle simple, applicable tout de suite, partout, dans tous les bars, restaurants, boîtes de nuit, et que chacun peut rappeler au patron s'il ne la respecte pas. On ne verrouille ni n'obstrue jamais une issue de secours, quelle qu'en soit la raison. Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et nos podcasts sur lenouveaudétective.com.